C'est parti d'un officier ministériel qui n'avait rien le droit de faire à maintenant une société commerciale. Parce que ce métier de spectacle qui était local est devenu national, et puis international, et puis maintenant planétaire, avec les nouvelles technologies, avec Internet, avec tout ça maintenant. La Terre est devenue une sorte de cerveau global, et nous sommes des neurotransmetteurs. Donc c'est devenu des sociétés de spectacle internationales. Et donc les maisons anglaises qui se sont développées comme des maisons privées, sans avoir l'inconvénient d'être officier ministériel, ont donc compris le marché mondial, et donc c'est devenu maintenant un marché totalement planétaire. Vous savez, en 1960, la première maison de vente aux enchères du monde était l'étude Adair. Elle faisait le double du chiffre de Sotheby's plus Christie's. Actuellement, chacune de ces maisons fait le double du chiffre d'affaires de toute la France. Parce que se sont développées de manière intelligente, commerciale, agressive, internationale. J'avais fait les premières ventes à l'étranger. Donc j'ai fait les premières ventes à Genève, de nouveau conseil de discipline. J'avais fait les premières ventes à New York, de nouveau conseil de discipline. Le cancre. Oui, l'emmerdeur, quoi. C'est ça. J'ai fait les premières ventes le dimanche. Là, la compagnie m'avait interdit d'utiliser mon personnel. J'ai dit pourquoi il y a des ventes à Versailles le dimanche et pourquoi pas à Paris? Ça n'allait pas. J'ai fait quand même. Pour les faire bouger, ça a été dur, hein. Mais enfin. Donc le métier a beaucoup changé. Parce que le monde a changé, parce que les nouveaux outils de communication sont maintenant absolument extraordinaires. Et j'attends maintenant avec Internet, et quand on va monter sur scène, au lieu d'avoir 200 personnes dans la salle et 15 téléphones, j'aurai 25 millions de spectateurs, ou 100 millions, ou 1 milliard. Alors le Palais de Tokyo, ça a été une aventure absolument merveilleuse. Avec Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud, et Pierre Estany, donc je les ai réunis, et Pierre Estany, qui était le plus grand penseur qu'on a eu à la fin du XXe siècle, c'est celui qui a créé le dernier grand mouvement international en France, qui sont les nouveaux réalistes, avec César, Yves Klein, Armand, etc. Et puis donc on est parti d'une friche, une association. Pierre m'a demandé d'être son vice-président, parce qu'il avait... Et puis on est parti sur... c'est un centre d'art, on est là pour développer, pour secouer les neurones des gens. Et puis c'est un modèle, donc on avait un petit peu d'argent de l'État, et le reste il fallait trouver dans le privé. Et donc ce modèle mixte s'est développé de manière à ce que, même au ministère de la Culture, ils disent que la seule réussite internationale depuis 40 ans en France, c'est le Palais de Tokyo. Parce qu'on est public-privé, mais maintenant en majorité privé par rapport au public. Et puis donc on s'est développé, mais dessous, il y a encore 10 000 mètres carrés avec 3 salles de cinéma qui sont maintenant fermées depuis un quart de siècle. C'est affolant. On est à Moscou en 1950. Hein, je vous dis, le dernier pays communiste avec la Corée du Nord, c'est la France, hein, avec son administration. Et donc dessous, évidemment Chirac en partant avait affecté le bâtiment à Beaubourg, et Beaubourg a voulu s'installer sous nos pieds. Au départ, pourquoi pas. Et puis, on s'est aperçu que c'était absolument incompatible. Travailler avec l'administration pure et dure, c'est incompatible. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est comme ça va être la guerre. Et puis donc ça a été la guerre, et puis ça y est, ils sont partis. Et on s'est beaucoup battu avec un type formidable qui est Olivier Keplin, qui est le directeur de la DAP au ministère de la Culture, qui lui voulait qu'on fasse, d'abord que ce soit un ensemble, pas être Tokyo, et pas deux entités concurrentes, et vivant pas à la même vitesse. Parce que moi, quand je prends une décision un quart d'heure après c'est fait, à Beaubourg, c'est 47 réunions, et on ne prend pas la décision. Donc, pas possible, quoi. Et donc Olivier s'est beaucoup battu, il est très très ouvert et intelligent. Ça fait des années qu'il me dit qu'il faut que le public-privé soit mélangé, que ça suffit d'avoir le poids administratif de gens qui ne prennent jamais de décision. Et voilà, maintenant c'est fait, c'est lui qui va s'occuper de la partie du bas. Donc on va maintenant on n'a plus qu'à imaginer, on va rêver. Tous ceux qui disent que l'art et l'argent sont incompatibles, jamais, ce sont des analphabètes. L'art et l'argent, ça a toujours été lié. Sous Alexandre le Grand, sous les Grecs, sous les Romains, sous les Mécènes, Alors malheureusement, il y a eu récemment, à partir du moment où les fonctionnaires ont commencé à prendre le pouvoir dans l'art, alors évidemment, ils font semblant à l'argent. De quelle manière ça s'est passé? En France, ce qu'il y a de... vous savez, on a été les maîtres du monde jusque dans les années 50, et puis malheureusement, l'administration culturelle, on a commencé à créer le ministère de la Culture. Hein. Donc,
on a commencé à utiliser la culture pour la politique intérieure française. Donc on a créé tout un réseau de fracs et de dracs pour faire élire le maire de Maubeuge et réélire le maire de Dijon. On achète des œuvres, on dépense des budgets, on les met dans des caves et on oublie. Ça tourne un petit peu entre Lille, Roubaix, Tourcoing, Maubeuge. Je dis, mais c'est pas seulement à Maubeuge qu'il faut exposer, c'est à New York, à Pékin, à Shanghai, ce que font les autres. Donc on a enfermé nos artistes en disant soi-disant que l'art et l'argent est incompatible, ce qui est une bêtise. Pire que ça, c'est une connerie.